Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Les titres. Très bientôt, l'or brillera encore plus davantage pour les Maliens. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, pose ce lundi la première pierre de la nouvelle raffinerie d'or du Mali. L'infrastructure aura une capacité de 200 tonnes par an. Elle est le fruit de la coopération entre le Mali et la Russie. Nous sommes dans la quinzaine de l'environnement et la question de l'utilisation des plastiques se pose avec acuité, surtout ceux qui sont non biodégradables. Pour en venir à bout, les acteurs de la protection de l'environnement sollicitent par exemple la prise en compte entière et totale de la loi interdisant l'utilisation des déchets plastiques. La musique comme véritable rempart de soutien aux forces armées. Les artistes maliens, par leur créativité et leur engagement, contribuent à la défense de la nation, notamment par des concerts, des spectacles théâtraux avec à la clé des messages de paix. Moussa Camara est allé les rencontrer. Culture toujours. Ce soir, on fait un zoom sur cet objet qui s'est fait de plus en plus rare dans nos concessions et pourtant il demeure un élément très important d'éducation, de socialisation et de vivre ensemble dans nos familles. Je vous parle du tabouret appelé en Bamanankan Kourou. Nous avons fait le tour de la ville pour comprendre où vont réellement nos tabourets. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, pose ce lundi la première pierre de la nouvelle raffinerie d'or du Mali. L'infrastructure aura une capacité de 200 tonnes par an. L'État malien participe au capital social à hauteur de 62%. Fruit de la coopération entre le Mali et la Russie, la construction de cette raffinerie vise à contrôler la production d'or et la traçabilité de l'exploitation artisanale. Elle est aussi l'une des réponses des nombreux vœux du chef de l'État à ses concitoyens. Un rappel s'impose donc pour nous parler de ce projet présidentiel et c'est avec Bourama Traoré. Dans son adresse à la nation le 22 septembre 2023, le président de la transition avait annoncé le projet de construction d'une nouvelle raffinerie d'or du Mali. Une volonté présidentielle partie d'un constat presque partagé, à savoir le métal jaune ne semble pas bien briller pour les Maliens. Cette volonté de changer les choses est doublée des attentes fortes du général d'armée Assimi Goïta. Le gouvernement travaille sur le projet de création d'une usine d'affinage de l'or qui nous permettra d'assurer le traitement du minerai avant l'exportation, créant ainsi de l'emploi et de la valeur ajoutée. Ce qui n'était qu'un projet il y a quelques mois se concrétise. Le Conseil des ministres du 28 mai 2025 a adopté un projet de décret fixant les modalités de participation de l'État au capital social de la Société de raffinerie d'or du Mali. La réalisation de cette raffinerie nationale va permettre de contrôler la production d'or et la traçabilité de l'exploitation artisanale pour maintenir la valeur ajoutée au Mali. Pour ce faire, l'État a signé un protocole d'accord avec la société russe Yadran. Le président de la transition pose ce lundi la première pierre de l'infrastructure, une autre étape franchie dans la valorisation de l'immense potentiel minier du Mali. Notre pays canalisera les revenus qu'il est en droit d'attendre de l'exploitation minière et développer par la même occasion le tissu industriel et commercial, ainsi que les diverses infrastructures au niveau local et national. La nouvelle raffinerie d'or du Mali aura une capacité de 200 tonnes par an. L'État y détiendra une participation de 62% du capital social. L'infrastructure qui sortira des terres dans quelques mois doit réconforter le Mali dans sa marche vers une souveraineté économique. Et nous sommes dans la quinzaine de l'environnement et la question de l'utilisation des plastiques se pose avec acuité, surtout ceux qui sont non biodégradables. Les acteurs de la protection de l'environnement sont réunis à l'AIDD pour réfléchir sur les voies et moyens d'exercer la police de protection contre les déchets plastiques dans notre pays. Pour information, notre gouvernement a institué une loi interdisant l'utilisation des déchets plastiques. Cependant, cette loi peine à être appliquée et les conséquences se ressentent sur notre environnement en général et les cours d'eau en particulier. D'autres détails avec Aoulisseini Touré. Les sachets plastiques non biodégradables causent d'énormes dégâts sur notre environnement. Les autorités du pays en sont conscientes et ont décrété depuis 2014 une loi interdisant les sachets plastiques non biodégradables. Cependant, cette loi peine à être appliquée par les acteurs du domaine.
La présente réunion vise à étudier les lacunes liées à cette loi pour envisager son adaptation afin de réussir son application. Mes attentes, c'est vraiment qu'on sort avec des idées claires pour pouvoir appliquer cette loi, pour vraiment pouvoir lutter contre les déchets plastiques qui sont aujourd'hui la cause de toutes les maladies et la cause de tout ce qui affecte l'environnement directement. Les membres de la société civile, les entreprises, les services publics sont tous appelés à réfléchir ensemble pour proposer des solutions idoines à cette problématique qui contribue largement à la dégradation de notre environnement. Nous avons des textes qui nous permettent quand même d'aller à la répression. Je pense que les instructions ont été données par les plus hautes autorités, par Madame le ministre, pour que nous puissions réellement appliquer ces textes-là sur le terrain afin d'alléger la souffrance de nos paisibles citoyens. Le gouvernement du Mali attend beaucoup de ces échanges dont les résultats pourraient contribuer à un changement notable de la situation environnementale au Mali. Conscient de ces lacunes persistantes, Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a instruit le gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire appliquer cette loi et lutter résolument contre la pollution plastique dans notre pays. C'est dans ce cadre que le département en charge de l'environnement a engagé un processus de relance dynamique à travers la sensibilisation, le dialogue intersectoriel, la responsabilisation des acteurs et l'application effective des textes. Cette journée d'échange qui s'inscrit dans le cadre des activités de la quinzaine de l'environnement est l'une des nombreuses activités ayant comme centre d'intérêt la lutte contre la pollution plastique. Une façon pour le gouvernement de capter l'attention des citoyens, acteurs et bénéficiaires de ces mesures. Et un début de réponse, pourquoi pas, à la problématique des déchets plastiques. C'est avec le programme Green Kids. Je vous explique. Pendant un an, 200 élèves de 20 établissements de Bamako ont été formés sur les notions liées au changement climatique, à l'éco-responsable et au recyclage, entre autres. C'était à la faveur de ce programme qui vient de prendre fin à l'école de maintien de la paix à Lyon-Blandembé. La cérémonie de clôture, un compte rendu de Djemba Moussa Konati. Le programme Green Kids, qui vient de prendre fin, place les enfants au cœur de la protection de l'environnement et de l'action climatique. Pendant un an, 200 élèves de 20 établissements de Bamako et environ ont été outillés sur des thématiques telles le changement climatique, la protection de l'environnement, les gestes éco-responsables, le recyclage, entre autres, une initiative qui vise à éveiller les consciences écologiques des jeunes dès leur plus jeune âge. Green Kids n'est pas qu'un projet éducatif, c'est un acte de foi. La foi en nos enfants, la foi en leur capacité à comprendre, à agir et à innover. En mobilisant 200 élèves issus de 20 écoles de Bamako et environ, nous avons démontré que même avec un enfant de 9 ans peut devenir un acteur du changement. Pour les bénéficiaires, on ne doit pas attendre un programme spécial pour apprendre à protéger la nature. Aujourd'hui, nous vous demandons seulement 3 choses simples. Premièrement, que tous les enfants du Mali apprennent à aimer et à protéger la nature, de la maternelle jusqu'au lycée. Que planter un arbre devienne aussi normal que lire ou écrire. Que l'on nous explique pourquoi recycler, économiser de l'eau et protéger les animaux. Permettez-moi de réitérer au nom du PNU notre engagement à accompagner le gouvernement en appuyant les initiatives qui œuvrent en faveur de la protection de l'environnement, de la résilience climatique et de l'implication active des jeunes générations. Nous croyons formellement que des réponses aux crises écologiques et climatiques passent par l'éducation, la sensibilisation et la mobilisation citoyenne. Pour le ministre en charge de l'environnement, ce plaidoyer appelle à l'intégration de l'éducation environnementale dans le système éducatif malien de manière structurée et pérenne. Cette cérémonie s'inscrit pleinement dans le cadre de la 26e édition de la quinzaine de l'environnement que nous avons délibérément souhaité élargir cette année à des initiatives phares comme Green Kids, afin de mettre en exergue l'importance centrale que nous accordons à l'éducation environnementale dans notre stratégie nationale. Nous venons d'écouter un plaidoyer fort, émouvant et porteur d'espoir prononcé par les enfants eux-mêmes. Il y a
à mon sens, que des messages plus légitimes que celui des générations futures. À l'école, dans nos programmes, depuis 1960, l'éducation à l'environnement est présente. Il y a eu des leçons modèles dédiées à la défense de notre environnement. Donc c'est un plaidoyer de tous les jours. La cérémonie a été marquée par la remise du prix aux meilleures écoles qui ont pris part à la compétition sur les différents thèmes du programme Green Kids. À l'issue de ce concours, c'est l'école Preux-Fleury qui remporte le premier prix d'une valeur de 400 000 francs CFA, suivi de SOS Village d'enfants et des pionniers. Green Kids. Toujours dans la mouvance de la quinzaine de l'environnement, Madame le ministre de l'Environnement Doumbia Mariam Tangara, décidément à l'honneur dans ce journal, en poursuivant avec elle un mot de la conférence sur la problématique de la gestion des déchets plastiques, particulièrement les déchets du district de Bamako. Youssouf Djakité pour nous en parler. L'ONG Energia Mali, toujours active contre la dégradation de notre cadre de vie, c'est dans cette mouvance qu'elle organise plusieurs activités qui matérialisent son programme de la 26e édition de la quinzaine de l'environnement. La première activité qui traite de la problématique de la gestion des déchets dans le district de Bamako s'adresse à l'ensemble des acteurs, mais surtout aux femmes. Depuis la maison, il faut apprendre, sensibiliser les femmes, parce que qui dit assainissement parle de la femme. Je mettrai l'accent sur l'aspect participation des populations. L'une des réponses concrètes à la gestion des déchets, c'est bien la transformation. Quand on parle d'isolation thermique, c'est juste protéger la maison à l'extérieur et à l'intérieur, que ce soit les nuisances sonores et la chaleur. Et encore économiser la climatisation à l'intérieur d'un bâtiment. Nous, on a une expérience de transformer nos produits locaux. Le problème des ordures est une préoccupation importante de toute la nation. Nous avons parlé de la sensibilisation, continuer la sensibilisation. L'éducation environnementale également a été proposée de façon très claire en tant que proposition qui peut aider à trouver la solution. Quand les jeunes sont formés et qui sont formatés dès le jeune âge, je pense que les solutions, elles viendront d'elles-mêmes. Le gouvernement, aussi les collectivités, sont en train de fournir des efforts pour pouvoir bien gérer ces déchets-là. Aujourd'hui, il faut d'abord noter l'insuffisance de notre droit des infrastructures de gestion des dépôts solides, à savoir les dépôts de transit. La deuxième activité a concerné la sensibilisation des femmes de Sotiba village sur les bonnes pratiques alternatives aux sachets plastiques. Ce que j'ai à dire aux femmes, c'est d'utiliser nos méthodes, c'est d'utiliser nos matériaux traditionnels, c'est-à-dire les calebasses, les tasses, éviter le maximum possible les plastiques, surtout les plastiques à usage unique. Selon des spécialistes, en 2025, la consommation mondiale de plastique devrait atteindre 516 millions de tonnes. C'est pourquoi cette journée de sensibilisation a été pensée non pas comme une conférence de plus, mais comme un acte citoyen qui doit concerner tout le monde, surtout les femmes, les jeunes, qui peuvent et doivent changer de comportement. Il faut une volonté commune. Vous savez, il y a 20 ans, 30 ans, il n'y avait pas de sachets plastiques, les gens vivaient normalement. Donc il faut vraiment qu'on apprenne aujourd'hui à vivre sans ces sachets plastiques-là. Il s'agit en d'autres termes de contribuer à la restauration des terres en exploitant les opportunités. Demain, lundi, c'est la journée de l'enfant africain. Le thème national cette année est « Nos valeurs et cultures, un bouclier pour nos enfants ». Un choix de thème qui colle à l'actualité culturelle du pays avec 2025 décrété année de la culture. Madame le ministre en charge de la promotion de l'enfant, Diarra Djeneba Sanogo, dans son message souligne les efforts fournis par le Mali et ses partenaires dans la réalisation du bien-être de la petite enfance. Je vous propose de l'écouter, un extrait choisi par Sokona à Kamisoko. Notre pays, dans sa vision, le Mali Kouranye Tassira Kabesan, Baflani Bioroni Sabama, élan de refondation de l'État, a comme vision un Mali nouveau bien gouverné, sécurisé et stable, soucieux du développement durable, du vivre ensemble et respectueux des droits de l'homme et des valeurs socio-culturelles. L'année 2025 ayant été déclarée comme année de la culture par le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta.
Le thème national retenu est nos valeurs et cultures, un bouclier pour nos enfants. Dans nos communautés, il existe des pratiques visant la protection, le développement de la personnalité et le bien-être de l'enfant, comme la protection comme la maltraitance, la non-discrimination, la fourniture des soins de santé, d'aliments et d'assistance aux enfants de familles démunies, à travers bien sûr le parrainage et le tutorat. Je voudrais saisir l'occasion qui m'est offerte pour remercier les plus hautes autorités pour les immenses efforts consentis à l'endroit des enfants. Aussi, j'exprime toute ma reconnaissance à tous nos partenaires pour leur accompagnement pour la réalisation des droits et du bien-être des enfants. Et dans ce communiqué, Madame le ministre informe l'opinion publique que la cérémonie commémorative de la 34e édition de l'enfant africain couplée au lancement officiel du démarrage des activités des États généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille, initialement prévue à 10h ce lundi 16 juin au Centre international des conférences de Bamako, est décalée à 14h, mise en place terminée 13h30. Le ministère s'est compté sur la bonne compréhension de tous. 3 CCRF et 30 CESCOM dans 3 régions du Mali reçoivent un important lot de matériel de l'Organisation mondiale de la santé. Koumba Sissé nous dit que ces matériels sont composés entre autres de boîtes à césarienne, d'accouchement, de lits de réanimation et de balance mère-enfant. Reportage. Près de 900 millions de francs CFA, c'est la somme que l'Organisation mondiale de la santé a injectée dans l'achat des matériels pour renforcer la santé maternelle et infantile. Ces matériels sont destinés à 3 CCRF et 30 CESCOM dans les régions de Boukouni, Kita et San. C'est à travers le projet Assurer l'accès universel à la santé et aux droits sexuels et reproductifs. L'accès universel à la santé et aux droits sexuels et reproductifs est l'une des composantes essentielles des objectifs de développement durable, et surtout le 3 et le 5. Les efforts qui visent à améliorer la santé sexuelle et reproductive dans la région africaine de l'OMS nécessitent toujours d'être soutenus afin d'améliorer les indicateurs de la santé maternelle et infantile dans nos pays respectifs. Ces matériels sont composés entre autres de boîtes à césarienne, d'accouchement, de lits de réanimation, de tables chauffantes néonatales et de balances mère-enfant. Je voudrais profiter de cette occasion pour apprécier votre appui déterminant dans l'accessibilité, la disponibilité et l'utilisation des services de santé de la mère et de l'enfant à travers le renforcement du plateau technique, le renforcement des capacités des prestataires et surtout la composante santé de la mère et des adolescents et la surveillance des décès maternels, périnatales et ripostes. Le don de ces matériels est une réponse à certains besoins cruciaux exprimés par les bénéficiaires pour renforcer le système sanitaire au Mali. Et dans notre page culture de ce soir, je vous demande de bien ouvrir les oreilles et de vous laisser bercer par les mélodies et les sonorités bien maliennes. Si certaines adoucissent les cœurs, d'autres nous galvanisent à aller de l'avant. Appelez donc ce moment quand la musique s'érige en véritable rempart de soutien, singulièrement pour nos forces armées. Les artistes maliens, par leur créativité et leur engagement, contribuent à la défense de la nation dans un pays marqué par la crise sécuritaire. Chacun dans son domaine exprime son soutien notamment par des concerts, des spectacles humoristiques ou théâtraux avec à la clé beaucoup de messages de paix. Moussa Camara est allé les rencontrer. Depuis 2012, le Mali fait face à un défi sécuritaire majeur. Face à la montée de l'extrémisme violent, les forces armées maliennes sont en première ligne. Dans ces contextes difficiles, le soutien de la population est crucial. Chacun de son côté apporte sa pierre à l'édifice. C'est le cas de l'artiste Guineba Sek. L'ensemble instrumental national du Mali,
conformément à sa vocation, assure la promotion de notre riche patrimoine musical. Cette formation a composé une chanson intitulée « Armée malienne ». Ici, le courage et la bravoure de notre outil de défense est chanté. En cœur déjà, ils disent que l'armée a dit et elle a fait. L'armée dit qu'il va venir sauver le Mali, les Maliens. L'armée est venue faire ça. En même temps, la chanteuse dit que Dengani Dusukuntante de l'armée là. Cela prouve que l'armée n'est pas faite pour n'importe qui. Il faut aimer son pays, sa patrie, et aimer à servir son pays, sinon tu ne peux pas faire l'armée. Au-delà du soutien matériel, les artistes jouent un rôle essentiel dans la promotion de la paix. À travers leur création, ils véhiculent des messages d'unité et de réconciliation. Notre armée, c'est notre outil de défense. Nous encourageons notre armée. Vive l'armée malienne. L'esprit malien ne va pas venir de façon détournée pour créer la partition de notre pays avec notre complicité. Cela n'arrivera pas. Nous allons initier des actions de culture pour le rapprochement des uns et des autres. Qu'on laisse toutes les petites guerres de polichinelle. L'essentiel est de combattre cet ennemi commun. Celui qui est là en train de semer la barbarie dans nos villages, dans les contrées, impunément. Le devoir n'est plus de dire c'est un tel. Non, non, non. Il faut maintenant juste arrêter l'hémorragie. Les forces armées, je les remercie beaucoup de tout ce qu'ils font pour nous. Parce que c'est pour notre sécurité. Donc vraiment, Dante Ouka, Barala, quoi. Vive l'armée Mali et que Dieu nous aide. Les artistes, à travers des messages, contribuent à créer un sentiment d'unité nationale, renforçant les liens entre la population et son armée. Arime ya kale kambo e arime mali ya kale kambo kwa bihoronya seki mali deuma wa okera. Quand on ne soutient pas son pays, c'est comme si on ne se soutient pas nous-mêmes. L'armée malienne quand même a sacrifié son âme et son sang pour sauver le Mali et pour nous sauver, pour nous sécuriser. Et notre devoir aussi, c'est de les soutenir à vie. Pour rappel, en 2022, l'artiste rappeur Milmo Nsahel a écrit un recueil de poèmes en soutien à l'armée, intitulé « Mourir pour la vie », une manière pour lui de galvaniser les forces armées maliennes. Sirana inasa, Masira inasa, inasa so inasa, inasa kungo inasa. Mourir pour la vie. Parce que le temps est précieux. Tu vis en course contre la montre. Pour un avenir à Dieu, tu as troqué ta vie contre la nôtre. Merci pour mon drapeau tricolore. Merci d'être d'accord. Merci d'affronter la mort pour que nous vivions encore. Safazi. Moi, j'ai toujours soutenu mon armée parce que c'est grâce à eux que nous dormons. En 2023, Luka Guindo, un jeune beatmaker malien, a fait une composition musicale en soutien à l'armée malienne. J'ai fait une chanson pour galvaniser l'armée malienne au front. Le travail a été facile pour moi. Les parents du mois de l'année de la culture appellent à l'union sacrée autour de notre outil de défense nationale. Je pense que ça vient bien à propos de choisir cette année comme année de la culture. Ça veut dire que nous devons redoubler d'ardeur pour que justement la culture soit vecteur d'apaisement déjà d'abord et de prise de confiance de nos sociétés. Tous autour justement de ce devoir commun qui est de repousser l'ennemi hors de nos frontières. Dans un pays en crise, l'art se révèle être un puissant vecteur de soutien et de résilience. Les artistes maliens, par leur engagement, montrent que la culture peut nourrir l'esprit de défense et d'unité nationale.
Le maestro Cheikh Tidiane Seck, une figure emblématique et incontournable de la musique malienne africaine, reconnue mondialement pour son talent et son influence en tant que claviériste, est le parrain du mois de juin de cette année dédié à la culture. Pour ce mois, la thématique choisie est donc les métiers de la musique et l'expérience de Cheikh Tidiane Seck, la cérémonie de lancement des activités du parrain au Conservatoire des Arts et Multimédia Bala Faseke Kouyaté. C'est un reportage signé Moussa Kamara. Cette première conférence se tient dans un cadre inspirant où passionnés de musique, étudiants et professionnels se rassemblent pour partager leurs expériences. Cette activité entre dans le cadre du projet 2025 Années de la culture. Nous étions là pour l'atelier de musique de ce grand homme que nous avons, qui est Cheikh Tidiane Seck, qui a promené sa bosse partout et actuellement chez nous. Donc c'était une occasion pour le mettre en contact avec les élèves du conservatoire pour faire des échanges dans ce sens-là. Une discussion sur les différentes facettes de la profession de musicien, de la création à la performance en passant par la gestion des carrières. Cheikh Tidiane Seck nous plonge dans son univers, un voyage à travers sa vie d'artiste, ses débuts, ses collaborations avec des géants de la musique mondiale. L'INA aussitôt, je me retrouve au Koulessar de Koutchala d'abord, et puis au Rai Band. Avec Mori Kanté, Salif Keita était déjà parti en 73 aux ambassadeurs. Après, c'est l'exil en 78 où je monte les accélères et le parcours ivoirien a commencé avec la rencontre de tout ce qui est comme tête d'affiche de la Côte d'Ivoire de cette époque-là. Et après, c'est la France où j'ai réellement commencé à prendre réellement vie avec le jazz jusqu'à aller aux États-Unis. Après, maintenant, je suis devenu l'initiateur des jam sessions sur New York et aussi à Los Angeles où j'enseigne. Je suis visiting professor. Cette conférence du parrain du mois de juin a été un cadre d'échange et de partage d'expériences. Cheikh Tidiane Seck dit, à la fin de l'année 1978, ma mère, voyant mes tensions avec le régime, m'a donné sa bénédiction pour aller voir ailleurs. Salif Keita et l'arrangeur Alassane Soumano m'ont envoyé un télégramme. J'ai demandé une permission au buffet hôtel de la gare, propriétaire du Super Rai Band, pour aller voir mon frère au Burkina Faso. Je suis dans cette permission jusqu'à présent. En réalité, j'ai rejoint Kanté Mafila, Salif Keita et le cœur du Rai Band à Abidjan. Cette première conférence du parrain a été une source d'inspiration pour les étudiants du Conservatoire des Arts et Multimédia Bala Faseke Kouyaté et ceux de l'Institut National des Arts. C'est une source d'inspiration pour moi parce que je vois en lui une performance et aussi une source d'inspiration pour moi parce que je peux prendre beaucoup d'exemples sur lui pour me percevoir en art. Depuis toute petite, on voit ses œuvres. Il est une source d'inspiration pour tout le monde. Cette conférence débat s'est transformée en un atelier de musique. L'ex-sociétaire des orchestres, les ambassadeurs, les Rai Band, Cheikh Tidiane Seck a fait montre de son talent en live. Un voyage dans les méandres du passé. Il faut enfin signaler que le parrain du mois, Cheikh Tidiane Seck, a saisi cette tribune pour dévoiler ses projets qui ont pour nom la production de 3 albums. À cela s'ajoute la réalisation d'un film documentaire.
À présent, cette question, où sont donc passés dans nos concessions nos escabeaux appelés en bamanankan Kouroum? Ici, à la rédaction, en cette année de la culture de promotion de tous nos patrimoines, on a décidé de faire un zoom sur cet objet qui s'est fait de plus en plus rare dans nos maisons. Et pourtant, en plus de ses vertus conservatrices de foyer pour les femmes, il demeure un élément très important d'éducation, de socialisation et de vivre ensemble dans nos familles. Nous avons fait le tour de la ville pour comprendre où vont réellement nos escabeaux. C'est avec Mariam Koulibaly et Sambou Diakité. Quand la modernité prime sur les traditions, cela ne résulte parfois que de la perte de certaines de nos valeurs ancestrales. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec la rareté des tabourets locaux appelés Kouroum dans plusieurs des familles à Bamako. Dans un passé récent, le prix du tabouret local était très abordable, au point que les forgerons l'offraient en cadeau aux proches. Aujourd'hui, le tabouret est un peu plus cher. Cela est dû à la rareté des bois. Sinon, il y en a qui l'aiment toujours. Malgré la cherté et même une utilisation moyenne des tabourets, les mamans conservatrices tiennent coûte que coûte à ce que ces petits meubles soient dans le trousseau de mariage de leurs filles. C'est ce qui explique la présence de Traoré Aramata Traoré sur le site de nos artisans. Je suis venue acheter un tabouret pour ma fille qui est sur le point de se marier. C'est un objet qui garde tout son sens dans le trousseau de la nouvelle mariée. Mieux, il doit précéder la nouvelle mariée dans la maison avant. Il favorise l'éducation des enfants et permet à la femme de bien garder son foyer. Plus qu'un objet pour s'asseoir, les tabourets couvrent également beaucoup de vertus, parmi lesquelles le façonnement physique de la petite fille. Dans les temps, les tabourets étaient un objet très spécial et respecté de tous. Les femmes assises dessus peuvent se permettre plusieurs mouvements en préparant les repas. Les petits tabourets de forme ronde permettaient aussi de bien développer la rondeur de la petite fille en lui donnant de belles formes. Si les tabourets se font rares dans plusieurs familles, celle de Sumbunu au Badjala 1, dans la commune 3 du district de Bamako, fait exception. Ici, les Kouroum sont utilisés dans le quotidien pour certains travaux domestiques, le manger et les ablutions. Le tabouret engendre beaucoup de vertus. Il procure chez la femme l'amabilité, la sociabilité et la résistance dans son foyer. Toute femme qui s'assoit couramment sur le tabouret pour cuisiner verra son foyer s'épanouir et aura des enfants rigoureux. Ces conseils sont également mis en pratique par Madame Kamisoko Sadio Keita qui garde précieusement les tabourets ici de son trousseau de mariage il y a de cela plus de 20 ans. Cela fait environ 24 ans que je garde mon tabouret. C'est ma mère qui l'a mis dans mon trousseau de mariage. Elle m'a bien conseillé de m'asseoir dessus quand je prépare et de ne pas m'en débarrasser. C'est pourquoi je les garde avec moi jusqu'à présent. L'escabeau symbolise le caractère perpétuel de l'institution du mariage d'une part et d'autre part pour la stabilité de l'épouse dans son foyer en vue de se préserver des mauvaises fréquentations. L'esprit, c'est quoi? C'est de rester accroché aux valeurs de la belle famille. Vu tous ces bienfaits que procure le tabouret, cet objet réservé généralement aux femmes doit à tout prix être préservé pour le rayonnement de la culture malienne. Et nous n'avons pas terminé en termes de découverte de ce qui nous identifie. Je vous amène en voyage dans l'univers spectaculaire de ces danseurs mythiques du Bélédougou situé au nord de Bamako. On les appelle Mali Tcheblinche et ils constituent la version vulgarisée des Doutimbleche de la société secrète du Do. Les Tcheblinche sont très forts en acrobatie et leur danse qui serait inspirée du porc-épic symbolise la discipline et l'endurance du jeune Bamana
Allez, je m'arrête là. Découvrons le reste avec Cheikh Oumar Sangari. C'est un chasseur qui aurait surpris un porc épic en train de danser la nuit. Donc il s'est caché pour bien voir les pas de danse et afin de les pouvoir reproduire dans la ville. C'est de là que serait née la danse du Tcheblenche. C'est pourquoi l'accoutrement du danseur fait référence au porc épic. Une tenue qui est portée à l'abri des regards et qui masque tous les visages. L'accoutrement est orné de coris, de peaux de mouton, de plusieurs types de tissus dont les brolants ainsi que des fibres. Les bâtonnets que les danseurs tiennent à la main représentent les piquants du porc épic. Les Tcheblenche constituent une troupe de danse traditionnelle du Beledougou connue pour ses acrobaties. Tcheblenche renvoie à une sorte de supra-personnage. Avec un personnage dont les capacités vont au-delà de la norme. Et quand vous dites Tcheblenche, le blé qu'il y a dedans, ça renvoie au sacré, à ce qui est dramatique. Drame et sacré, les mots sont loin d'être forts car jadis, les missions des Tcheblenche allaient bien au-delà du folklore. Ils étaient régis par la société secrète du Do, d'où l'appellation Do Tcheblenche. Par la suite, il y a eu une deuxième variante appelée Mali Tcheblenche. Mali Tcheblenche damna oncle de là. Oh, dun damna ni sanjo be sampi lambo. Mali Tcheblenche a commencé avec notre génération et je suis un septuagénaire. Le Tcheblenche était uniquement dans les villages qui pratiquent les rituels du Do. Ces rituels étant interdits aux femmes et parfois aux griots, Mali Tcheblenche a été créé pour tous. Justement, de nos jours, c'est Mali Tcheblenche que nous croisons régulièrement lors des manifestations populaires dans le Beledougou et par-delà. Malgré la désacralisation de la troupe, la discipline et le conservatisme restent de mise. Le Tcheblenche, c'est d'abord une manifestation initiatique. Parce que pour être Tcheblenche, il faut que tu sois initié d'abord par des maîtres. Ça c'est un. Et généralement, c'est à bas âge qu'on apprend à être Tcheblenche. Donc c'est des enfants à partir de 8, 9, 10 ans qu'on les initie et qui ont une formation au fur de l'évolution de leur âge. Donc ils seront aussi des maîtres Tcheblenche. Dans le Beledougou, le Tcheblenche est craint et respecté. En même temps, il est très sollicité pour les fêtes populaires. Au vu de la particularité de sa danse, le jour du spectacle, le Tcheblenche doit faire preuve d'une grande sagesse. Ils sont très sûrs d'eux-mêmes parce qu'ils incarnent le calme, la tranquillité, la stabilité et donc tout leur comportement fait que au point qu'on leur dit des fois qu'il y a d'aller dans le Tcheblenche. Parce que quand ils doivent sortir, ils prennent tout leur temps parce qu'ils ont des préparatifs à faire, mental, psychologique, physique. Pour entrer en scène, les Tcheblenche font des rituels pour implorer le ciel afin que le spectacle se passe bien. Parfois, ils s'accroupissent. Parfois, ils s'y font face en se tenant debout et parfois, ils forment un cercle. Après le spectacle, ils retournent déposer les objets sacrés qu'ils portent. La danse du Tcheblenche est soutenue par le rythme du balafon pentatonique, généralement joué par deux personnes, une pour le son aigu et l'autre pour le son basse. Ce balaba est le plus souvent accompagné de cloches ou crochettes. On constate d'ailleurs que tous les rythmes y passent, que tous les chants y passent, parce que c'est, disons, une tradition musicale qui a une forte capacité d'intégration des autres musiques. On l'appelle Tcheblenche Bala et les Tcheblenche les dansent avec la plus grande agilité. C'est pourquoi d'aucuns le comparent à la panthère.
Les pas de danse du Tcheblinche sont bien mesurés et cadencés au rythme du balafon. Pour être endurant et souple pour les acrobaties, les Tcheblinche utilisent des plantes et autres produits thérapeutiques. Si vous avez des gens malveillants qui vous veulent du mal, qui peuvent faire en sorte que peut-être que vous ratez votre saut, que vous ratez votre geste, que vous ratez votre mouvement. Donc il se préserve contre des mauvaises intentions comme ça, évidemment avec des connaissances thérapeutiques, avec des connaissances sacrées que eux seuls ont le pouvoir de détenir. Au-delà du Tcheblinche, le Beledougou est tout simplement un sanctuaire de spectacles vivants du Mali. En dehors du Tcheblinche, nous avons les Ngoussoumbala, nous avons les Koteba, nous avons les Bondja, nous avons les Chibarani, ainsi de suite. Il y a beaucoup de danses dans le Beledougou. Le Beledougou est vastement riche en matière de culture. Elle est belle, la culture malienne. Et la rédaction nous gâte ce soir, car ce n'est pas tout. Nous partons à San. C'est jeudi, c'était le Sankemon. Et en marge de cet événement d'envergure s'est tenue la rencontre des bois. Il s'agit d'un hommage rendu aux bois des villages de Terekungo et de Parana. Ces villages furent des acteurs clés dans l'avènement du Sanké depuis le XVe siècle. Cette reconnaissance, qui est d'ailleurs un passage obligé à la veille du Sankemon, draine du monde vers ces deux bourgades de la ville. Des danses guerrières à la découverte des boissons traditionnelles en passant par celle des accoutrements du terroir. Bref, le bobin est un moment très attendu dans les festivités rituelles du Sankemon. Suivons Drissa Kone et Seydou Kamena depuis notre station régionale de San. Le bobin ou la rencontre des bobos se déroule à la veille du Sankemon, une soirée dédiée aux populations bois des villages de Terekungo et de Parana. C'est donc un hommage et une reconnaissance rendue à ces braves populations depuis le XVe siècle. La manifestation commence à Terekungo comme d'habitude et se transporte à Parana. Le fondateur de la ville de San, la personne de Bakore Traoré, donc quand il est arrivé à San ici, il a fait appel à nos parents bois de Terekungo et de Parana pour l'aider à défricher les alentours de la mare afin qu'on puisse accéder facilement à la mare pour pêcher. L'histoire raconte donc que ces ronces qui entouraient la mare sacrée de Sanké ont été déblayées un jeudi, d'où la tenue du Sankemon, un jeudi de la quinzaine du mois de juin. Un moment tant attendu par les fils et filles de San et les conservateurs de nos cultures ancestrales. Cela me rappelle que depuis des années, c'est comme ça que nos ancêtres ont célébré la culture, ont magnifié la culture. C'est pour cela également j'invite toute la nouvelle génération à se ressourcer. Qui commémore l'entraide entre les différentes populations, que ce soit San. San a été installé par ces villages environnants, donc qui connaissent les fondements et qui font des rituels pour un bon hivernage. De Parana à Terekungo, la danse pratiquée par les jeunes symbolise la bravoure. L'accoutrement et les pas riment également avec les cris de la victoire. Ici, ils ont des fusils, ils ont des sabres, ils ont des gourdins, parce qu'ils sont armés, ils sont prêts vraiment à se battre pour vraiment libérer leur ville ou bien leur village en cas d'envahissement. La nuit du bobin est un moment où certaines transgressions sont tolérées. C'est une identité culturelle pour San et cela vraiment tout le monde doit s'impliquer pour pouvoir en tout cas la conserver et la pérenniser. Selon la famille fondatrice Traoré de San, il n'y a pas que cette danse guerrière. Plusieurs sacrifices et rituels sont effectués ce soir-là, mais loin des regards des profanes. Et enfin, le lendemain, les populations peuvent se rendre de façon rassurée à la pêche collective.
présent, rappelle ce communiqué. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel informe les conseillers de la République, les membres associés, les invités et la presse que la cérémonie de clôture des travaux de la 8e session ordinaire de la 6e mandature pour raison d'agenda sera retardée de quelques heures. Initialement prévue pour 11 heures demain lundi 16 juin, elle se tiendra à 15 heures. Mise en place terminée 14h30 au siège de l'institution, sise à Koulouba, en présence de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Le président du Conseil social, environnemental et culturel s'est compté sur la bonne compréhension de toutes et de tous. Salam Alliance, c'est le nom du groupe panafricain de Salam Assurance Mali et Alliance, deux géants du domaine des assurances. Daouda Kone nous donne plus de détails. Salam Mali et Alliance, deux géants du paysage des assurances, cheminent désormais ensemble pour la promotion d'une nouvelle marque assurantielle dénommée Salam Alliance. L'information est donnée au cours de cette journée de communication marquée dans un premier temps par une conférence de presse animée par les responsables des deux structures. Salam Alliance Mali, il ne s'agit pas de fusion au Mali. Au Mali, il n'y avait pas Alliance, il n'y avait que Salam. Mais dans le cadre de la vision développée par les grands leaders, nous sommes aujourd'hui au Mali dans le chemin pour nous inscrire dans cette cohérence stratégique et dans cette volonté de pouvoir avoir une marque unique. Maintenant au Mali, ce sont nos équipes, ce sont nos mêmes équipes maliennes, les produits qu'ils ont développés depuis plusieurs années. Ce que l'équipe va faire maintenant aussi, c'est de prendre certains produits aussi qui ont été développés peut-être au niveau alliance dans le monde ou dans les marchés émergents et voir comment ces produits peuvent être adaptés pour le Mali. Le second temps fort de cette journée a été une soirée dînatoire à laquelle plusieurs chefs d'entreprise, clients, actionnaires, représentants de l'État et de la société civile étaient présents. Il s'agissait de leur signifier les avantages du groupe Salam Alliance unifié qui se dit résolument tourné vers l'avenir. Notre histoire s'est construite petit à petit, une histoire d'évolution, de recherche, d'excellence, mais une histoire qui n'est en réalité que le fruit de la confiance. Parce que avec les changements des noms, les différents changements des noms, les clients ont continué de nous faire confiance, les partenaires ont continué de nous faire confiance et nous avons nous aussi travaillé tous les jours pour mériter cette confiance, pour que nous respectons à toutes les occasions nos engagements. Donc l'histoire de Salam, c'est une histoire de rapprochement. Cette journée de communication organisée par Salam Alliance, qui envisage d'être l'un des acteurs majeurs des services financiers en Afrique, est agrémentée par une prestation de l'artiste Sidiki Diabati. Le président du Faso à Manga, chef-lieu de la région du centre-sud au Burkina Faso sur place, échange sur les sujets de développement local, occasion pour le président de réitérer sa vision et aux populations de réaffirmer la détermination du centre-sud à bâtir un Burkina souverain et prospère. Bernal Kombelem, Zidilarihien et Karim Bikienga. La mobilisation est celle des grands jours et l'hôte du jour, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Après ce bain de foule à l'entrée de la cité de l'Épervier, direction la salle polyvalente. Le chef de l'État est à la rencontre des forces vives de la région du centre-sud. En somme, les maîtres mots sont encouragement, reconnaissance et doléances liées aux différents secteurs du développement local. Vient le tour du chef de l'État de s'adresser à ses populations. Mais ses premiers mots sont à l'endroit des forces combattantes engagées sur les différents fronts de la lutte pour la reconquête du territoire national. Nous leur rendons hommage et c'est grâce à eux que nous pouvons nous retrouver aussi ici pour pouvoir communier et échanger sur la question donc de développement de notre patrie. Aux préoccupations, il apporte des réponses, les unes après les autres, à commencer par la question des infrastructures. Les réseaux routiers souffrent beaucoup. Voilà pourquoi nous avons décidé de lancer l'initiative Faso Mebo, qui n'est qu'à son départ. Mais l'objectif, c'est de doter chaque région d'une brigade de construction de routes.
Et les premières brigades sont arrivées, vous l'avez suivi. S'il plaît à Dieu, dans quelques jours, d'autres brigades seront là. Et nous voulons qu'avant la fin de l'année, chaque région ait sa brigade. Combien nos hôpitaux n'étaient pas vraiment équipés. Mais le ministère est à pied d'œuvre et je pense que beaucoup d'appareils sont en train d'être installés, que ce soit des appareils d'imagerie, de dialyse et beaucoup d'autres choses. C'est en cours. Il en est de même pour les unités de gériatrie, pour les personnes âgées. Alors, ils sont en train de réfléchir à un modèle global. C'est vrai qu'à Ouagadougou, il y a un modèle qui a été lancé à Kosodo. À Bobo, on a dû freiner la construction d'abord pour que le ministère réfléchisse à un modèle global qu'on pourra mettre partout. C'est-à-dire un modèle unique et pas aussi un modèle qui va perdre de valeur dans 5-10 ans. Tout ce qu'on veut construire aujourd'hui, on veut que dans 50 ans, on ne dise pas que c'est dépassé. Il faut qu'on construise en prenant en compte la durée. Voilà. C'est dans le même ordre d'idée, même l'autoroute Bobo-Ouaga, ce qui était prévu, c'est juste deux fois 2 voies. Mais j'ai dit 2 fois 2 voies, dans 10 ans, c'est dépassé. Il faut qu'on aille à 3 fois 2, sinon 4 fois 2 voies, pour que ce soit assez grand, assez large. C'est ça, dans le même ordre d'idée. Dans le cas de la formation de la jeunesse, je suis parfaitement d'accord, que ce soit la jeunesse, que ce soit les femmes, il faut qu'on se forme. Il faut qu'on se forme et s'employer. Parce que, quoi qu'on dise, l'État ne peut pas employer tout le monde. Ça, c'est impossible. Des efforts sont en cours dans tous les secteurs du développement selon le président du Faso. Il en appelle alors à l'adhésion de chaque Burkinabé et de tous les amis du Burkina Faso. Opération réussie pour la jeune Aïchatou Ado qui souffrait d'une tumeur au cou. Orientée vers le Centre national de lutte contre le cancer de Niamey, au bout de 2 ans, elle a fini par recouvrir sa santé après ce succès du secteur sanitaire au Niger. Le récit de Nafissa Badamassi et Hassan Moussa. Il est désormais possible et vrai au Niger de réaliser des interventions chirurgicales contre n'importe quel type de tumeur ou cancer au Centre national de lutte contre le cancer. En effet, sur le plan sanitaire, le Niger s'est doté de matériel moderne avec du personnel formé et qualifié dans leurs différentes disciplines. Le cas d'Aïchatou Ado, une jeune fille âgée de 14 ans, est une preuve palpable. Elle qui, depuis quelques années, souffrait d'une tumeur au cou, dénommée carcinome des glandes salivaires, pris en charge par le Centre national de lutte contre le cancer. Je suis très heureuse maintenant. Avant l'intervention, elle perdait connaissance quotidiennement et elle coulait du sang pendant environ 3 mois. Il a fallu qu'elle soit traitée et qu'on lui fasse une transfusion sanguine. L'intervention réussie d'Aïchatou Ado au Centre national de lutte contre le cancer est un exemple parmi tant d'autres. Un succès qui a vu l'implication de plusieurs professionnels de la santé après une minutieuse concertation et prise de décision. Pour le cas de Aïcha Ado, elle a bénéficié de tout premier traitement par la chimiothérapie. Mais compte tenu du caractère volumineux de cette tumeur, la chimiothérapie n'a pas répondu. C'est en ce sens que de manière collégiale, avec donc nos collègues anesthésistes de l'hôpital national de Niamey, à qui on a présenté donc le dossier, qui ont préparé cette patiente-là donc pour une intervention donc chirurgicale. Après cette intervention réussie qui a permis à la jeune Aïchatou de se débarrasser de cette tumeur, c'est la joie et l'espoir d'un nouveau départ, d'une vie normale qui se lit sur son visage et surtout l'émotion. J'avais beaucoup souffert avant, mais maintenant ça va. Je ne ressens aucune douleur. Au Niger, en matière de santé, des spécialistes qualifiés et aguerris ils sont, avec la disponibilité de matériel moderne, suivant l'évolution des nouvelles technologies. Une avancée majeure donc, pour notre pays, ça prouve que donc, notre équipe est en train donc, de gagner donc, en expérience, en maturité. Dans ce sens, vous avez vu l'accompagnement donc, des plus hautes autorités donc, de ce pays. Cette évolution en matière de prise en charge efficace du cancer au Niger, fruit de l'engagement des autorités, allège considérablement la souffrance de plusieurs patients, notamment ceux des couches vulnérables.
ACAE, atelier régional de présentation et de planification du programme renforcement de la résilience des populations des zones frontalières au Mali et au Sénégal. Brahima Dao, correspondance. La cérémonie d'ouverture de cet atelier régional de présentation et de planification du projet renforcement de la résilience des zones frontalières au Mali, au Sénégal et en Guinée a réuni plusieurs personnalités autour du gouverneur de la région des Cailles, notamment le directeur national adjoint des frontières du Mali, les directeurs des services de développement et de planification du Sénégal et du Mali et le gouverneur de la région de Tambacounda au Sénégal. L'objectif vise à renforcer la résilience socio-économique des communautés transfrontalières, en particulier des jeunes dans certaines zones frontalières du Mali, du Sénégal et de la Guinée. Il prévoit de soutenir le développement dans les zones concernées et de renforcer la coopération transfrontalière. Après les deux ateliers à la baie et à Cancan en Guinée, c'est désormais au tour des régions de Caille et de Bakel d'entrer pleinement dans la dynamique du programme. Les zones frontalières que nous partageons sont des espaces de vie, de mobilité, d'échange et de solidarité. Cependant, force est de reconnaître qu'elles font face à des défis multidimensionnels comme les changements climatiques, la vulnérabilité économique, l'insécurité alimentaire, la pression démographique et parfois l'instabilité sociale. Ces réalités complexes nécessitent des réponses concertées, intégrées et surtout durables. Durant 3 jours, les participants venus du Sénégal et du Mali échangeront autour de 4 thèmes, à savoir la présentation du programme réseau, le renforcement de la disponibilité des services économiques de base, entre autres. Le programme réseau intervient dans un contexte sécuritaire difficile au Sahel, caractérisé par l'aggravation des vulnérabilités des zones frontalières. Face à cette situation, il est impératif de mutualiser nos efforts afin de développer des synergies entre les différents acteurs de part et d'autre des frontières pour renforcer la gouvernance, la cohésion sociale et le développement économique de nos territoires frontaliers. Rappelons que Réseau est le premier programme financé par l'Union européenne et la coopération allemande dédié exclusivement aux régions frontalières entre le Sénégal, le Mali et la Guinée. Il est mis en œuvre par la GIZ en partenariat avec les commissions nationales des frontières des pays concernés. Bonsoir Stylagatou qui vient de me rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Yanya Le Traoré. Nous allons parler de sport, Sport Week-end, Assemblée générale élective de la Fédération malienne de cyclisme. Le président sortant, Sidi Bagayogo, se succède à lui-même. Les travaux se sont déroulés à Sibi. Oui, Sidi Bagayogo remplit pour un mandat de 4 ans à la tête de la Fédération malienne de cyclisme. Seul candidat en lice, le président sortant se dit fier et heureux de poursuivre les sentiers de développement de la discipline. Sidi Bagayogo dirigera un bureau de 18 membres. Nos envoyés spéciaux à Sibi sont Brahima Diallo et Gaussou Achtouré. Sidi Bagayogo est à nouveau élu président de la Fédération malienne de cyclisme. C'est là, à l'issue de l'Assemblée générale élective tenue ce samedi 14 juin à Sibi. Après le contrôle des mandats des ligues régionales, toutes présentes à l'exception de celle des Cailles, seule absente aux travaux, le bureau sortant a présenté son bilan moral et financier, un bilan approuvé par les délégués. Ensuite, place à l'élection en vote à main levée. Ainsi, par acclamation, les délégués ont renouvelé leur confiance à la liste du président sortant Sidi Bagayogo, seul candidat à sa propre succession qui rempile pour un nouveau mandat de 4 ans à la tête de la Fédération malienne de cyclisme. Naturellement ému, après ces 4 premières années passées à la tête de la Fédération malienne de cyclisme, se voir encore réconforté dans cette position avec le renouvellement de la confiance de l'ensemble des décideurs. Je demande à tous les acteurs, à tous les amoureux du vélo de travailler main dans la main pour que nous puissions continuer à développer le vélo au Mali. C'est très important. Le sentier est vaste et les défis sont nombreux, mais le président met déjà le cap sur les priorités de ces nouveaux mandats. Nous croyons en l'homme, donc il va falloir continuer à renforcer les capacités de nos ressources humaines afin de mieux manager cette fédération. Et les athlètes également, dont nous pensons naturellement à ces cyclistes-là. Donc nous allons continuer à travailler à ce que
on puisse continuer à avoir des champions au Mali et au-delà, commencer à placer nos champions à travers le continent africain et à travers le monde de façon générale. Les hôtes du jour ainsi que le représentant de la DNCEP se sont félicités de la bonne tenue de cette assemblée générale tout en les exhortant à la solidarité. Il faut que les présidents soient vraiment restitués. Les présidents soient redevables. Les gens ont eu la confiance de porter leur voix sur toi. Une fois élus, il faut que vous ayez aussi le courage de revenir vers ces gens-là. Il ne faut pas les tourner d'eau. Donc ce n'est pas le seul président qui peut faire la fédération. Donc une fois que vraiment vous êtes élu, il faut essayer de travailler avec les autres. Les décisions que vous allez prendre, il faut que cette décision-là soit partagée avec l'ensemble de votre bureau. C'est ça qui fait que la fédération puisse agir sans problème. Ce bureau composé de 25 membres aura la lourde tâche de rassembler le monde de la petite reine maintenant secoué par des démons de la division. Pourtant, à un moment où cette discipline commence à prendre petit à petit son envol dans le paysage du sport malien et africain. Championnat national professionnel de Ligue 1, la saison 2024-2025 s'est achevée cet après-midi avec la remise officielle, Siragatou, du trophée de champion au stade malien de Bamako. Oui, tenu un échec, un but partout par l'ASCO, les Blancs, 58 points, soulèvent le trophée, le premier du championnat national professionnel de Ligue 1 et le 21e de leur histoire. Le stade malien de Bamako s'offre également la Coupe du Mali. C'est donc le 8e doublé du club. En sa qualité de champion, le stade malien de Bamako répare à Sotiba avec un chèque de 30 millions de francs CFA. Le Djoliba, c'est deuxième, 54 points et reçoit 15 millions de francs CFA. L'USFAS, troisième, 44 points, touche 8 millions de francs CFA. Les équipes reléguées en deuxième division sont le FC Diara, 13e, 22 points, et les Étoiles du Mandé, 14e, 21 points. La palme du meilleur buteur de Ligue 1 est copartagée par Mohamed Mokhtar Sissé du Stade malien de Bamako et Abdoulaye F. Mariko du Djolibassé avec 14 buts chacun. Le Stade malien de Bamako ira défendre les couleurs du Mali en Ligue des Champions et de Djolibassé en Coupe de la Confédération. Bonne chance à toutes ces équipes. Siragatou Cissé, on apprend que certains de nos aigles sont en vacances et comme d'habitude, nous sommes curieux. Que font-ils? Où vont-ils? Sont-ils venus se ressourcer tout simplement? Tout à fait. Alors, présent hier à un match de gala, le défenseur des Aigles du Mali et de Montpellier, Boubacar Kiki Kouyaté, revient sur sa saison. Il est au micro de notre reporter Harry Dumatina. Cette saison, c'était la pire saison de ma carrière. Je me suis fait opérer au genou. J'ai eu une saison très très compliquée. J'espère remonter ces moments difficiles. On verra bien la saison prochaine ce que ça va donner. J'ai des propositions, j'ai des offres, mais comme je suis en vacances, au retour des vacances, je vais voir avec le club les meilleures solutions pour moi et le club. L'attaquant d'Istanbul Sport de Turquie, Gausu Kiyasu Diarra, tire à son tour le bilan de sa saison et savoure déjà sa première sélection chez les Aigles. C'était face à la RD Congo. Je vous invite à suivre. Notre saison, elle a été une très belle saison avec l'équipe. On a essayé de monter en Super League, mais malheureusement, on a échoué au play-off. Mais je pense que ça a été une très belle saison pour nous, collectivement et individuellement, parce que j'ai essayé de faire de mon mieux et on est là aujourd'hui. On va essayer d'en faire plus la saison prochaine pour monter. Pour cette saison, j'ai fait 16 buts et 2 passes décisives. Alors pour le moment, on est là, on essaie de voir avec les agents et le président. On verra l'avenir nous dira. En clair, ils sont en vacances. Tout à fait. Certains sont avec leur club respectif aux États-Unis pour la Coupe du Monde des clubs. Okay. Merci Siragatou. Je suppose que c'est tout pour aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, je vous souhaite à tous un bon début de semaine. Comme information principale, retenez que le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, pose demain lundi la première pierre de la nouvelle raffinerie d'or du Mali. L'infrastructure aura une capacité de 200 tonnes par an. Merci à nos téléspectateurs de Tomia, Terekungo et de Parana. C'est dans la région de Saint. Bonsoir à tous et bon début de semaine. Également à vous. Merci.